le podcast qui invoque votre esprit critique en ligne avec vous par Massif et Chute Magazine. Pour ce 4e épisode, le journaliste Nicolas Gastineau appelle nos esprits à découvrir ou redécouvrir les ambitions initiales d'Internet, socle d'un monde en ligne à construire pour le bien commun. Une utopie aujourd'hui abîmée par les jeux d'influence et les nouveaux modèles économiques. Le 17 février 2022, le journaliste Vincent Bresson publie un livre « Au cœur du Z ». On y découvre l'existence d'une cellule de militants dont l'objectif est d'infiltrer les articles de Wikipédia pour y favoriser l'image de leurs candidats. Le stratagème n'est pas un fait isolé. De nombreuses personnalités politiques, comme des entreprises, tentent depuis plusieurs années et quotidiennement d'influencer la façon dont Wikipédia parle d'eux. Car de l'extérieur, ce qui n'apparaît parfois que comme la sympathique encyclopédie libre est avant tout le 5e site le plus visité au monde. Et le premier réflexe de tout internaute, voulant chercher des informations sur quelqu'un. Un volet controverse, le compte-rendu d'un démêlé judiciaire, quelques lignes de trop peuvent sérieusement atteindre la réputation d'une personne. Ce temple de l'Internet non lucratif, ouvert d'accès, collaboratif et gratuit, est donc devenu un lieu de prédation pour une multitude d'agents d'influence, parfois au service de pays étrangers. Mais ce qui crée surtout un choc, c'est que parmi ces infiltrés se trouvait, le cas est rarissime, un contributeur historique de l'encyclopédie libre dont le pseudonyme était Chip. Capucine Marin-Dubrocavoisin est la présidente de Wikimedia France et elle a vécu l'affaire de l'intérieur. Chip, un contributeur ancien qui était reconnu, c'était totalement une trahison. Sur Wikipédia, on n'est pas anonyme, on est sous pseudonyme. Et le pseudonymat, c'est très important pour nous. On acquiert sa réputation en ayant une présence relativement continue et en faisant des ajouts dans l'encyclopédie. Et Chip, c'était une personne qui en avait fait beaucoup et donc qui était considéré comme un contributeur respectable. Et le fait de voir qu'il manipulait Wikipédia dans le dos de tout le monde, qui poussait pour le compte de l'extrême droite et des idées haineuses, il faisait même du négationnisme, c'était vraiment un coup de poignard dans le dos de la communauté et on l'a très mal vécu. Ça a été aussi une façon de déniaiser la communauté par rapport à ces menaces et on voit enfin une prise de conscience de la part de pas mal de personnes alors que la communauté était encore assez naïve, encore dans ses principes d'un Internet où globalement tout le monde est gentil, même si les entreprises essayent quand même de manipuler un peu. Il faut élargir la focale. Derrière Chip et les menaces qui planent sur Wikipédia, c'est toute une philosophie d'Internet qui est remise en question. Wikipédia ne parle pas qu'en son propre nom. Il est aussi le plus connu, le plus visité, l'ambassadeur peut-être de ce qu'on appelle l'Internet libre. Cet Internet qui n'appartient à personne et qui est modifiable par tous. Wikipédia est l'arbre qui cache une forêt libre, une myriade de logiciels, de sites, d'initiatives numériques qui se réclament d'une même façon de faire. Le fait que Wikipédia soit ainsi menacé fait planer une ombre sur tout un écosystème. Mais pour comprendre ce qui est en jeu, de quel bois et de quelle sève sont faits les arbres de cette forêt, il faut remonter le temps, revenir aux premières années du web, au balbutiement des salles informatiques dans les collèges. Alexis Kaufman, le fondateur du réseau de logiciels libres Framasoft, est un pionnier du genre. On est en 1995 et il est jeune prof de maths dans un collège à Bobigny. À l'époque, il y avait un slogan politique qui était « Donnons le plus à ceux qui ont le moins ». Et la Seine-Saint-Denis a reçu un certain nombre de moyens et notamment, tout d'un coup, on se retrouve dans mon collège avec une salle informatique flambant neuve, la première salle informatique qui arrive. Et donc, la question que je me suis posée, mais aussi avec une collègue de français que je salue, qui s'appelle Caroline Databécan, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec cette salle informatique pour nos élèves. Et voilà, on l'a investi. L'idée, c'était un petit peu de créer des contenus pédagogiques en HTML, donc c'est-à-dire sur des pages web, sur des sites web. Et voilà, et puis du coup, on avait besoin d'outils, on avait besoin de logiciels. On n'avait pas beaucoup de moyens non plus, donc on allait un peu regarder sur Internet qu'est-ce qui était proposé. Donc on est parti à la recherche de logiciels gratuits. Et puis moi, tout d'un coup, je découvre que il y a une autre catégorie que gratuit, pas gratuit. Il y a libre, pas libre. Et ça m'a tout à fait fasciné. Je me suis dit, mais les principes du logiciel libre sont extrêmement proches de mes missions de service public, qui est de transmettre la connaissance librement. Donc, il y a à la racine de cette autre histoire d'Internet un projet éducatif. Mais une nuance est importante.
Ça peut être gratuit, mais pas libre. Ou libre, mais pas gratuit. C'est vrai que quand on pense à Instagram ou à TikTok, l'utilisation est gratuite après tout. C'est ouvert, on y apprend des choses. Cela pourrait rentrer dans la définition que donne Alexis Kaufman. À la différence près que si l'usage est gratuit, le temps qu'on y passe, lui, ne l'est pas. Il génère une valeur monétaire, revendue sous forme de données par l'entreprise, qui a intérêt à nous maintenir connectés. Et surtout, et c'est sans doute le point le plus important, nous sommes tenus dans l'ignorance de ces mécanismes. Les algorithmes ne sont pas publics, pas libres de modification, et donc pas possible de les partager. Quel serait alors ce modèle, pas forcément gratuit, mais libre dont nous parle Alexis Kaufman ? Alors, on peut partir de ce que c'est qu'un logiciel libre. Un logiciel libre, ça offre 4 libertés aux utilisateurs, qui est la liberté d'usage, d'étude, de modification et de partage, pour le dire très très vite. Donc, vous voyez bien, quand on parle de savoir, c'est aussi transmission des savoirs, c'est aussi intéressant de pouvoir utiliser, pouvoir étudier, pouvoir adapter et pouvoir partager. Voilà, il n'y a pas de notion d'argent dans cette définition. Donc, vous pouvez du coup vous retrouver avec des logiciels libres qui peuvent être gratuits ou qui peuvent être payants lorsqu'il y a du service, etc. C'est important de dire que ces définitions-là ne concernent pas directement l'économie et elles concernent plutôt les libertés d'adaptation et surtout la liberté de partage, de distribution. Le partage, c'est aller vers les autres et donc c'est faire communauté. C'est ça le plus important. Ce n'est donc pas l'économie telle qu'on l'a connue, ou plutôt, c'est une économie fondée sur le partage et l'ouverture qui répond à d'autres logiques. Non pas une économie des choses, mais une économie de la connaissance, dont les lois physiques fondamentales ne sont pas du tout les mêmes. À savoir que ce qui est donné n'est pas perdu par celui qui donne, l'information circule sans priver personne. Et contrairement au jeu à somme nulle de l'économie traditionnelle, je prends ta pomme, tu ne l'as plus, le logiciel libre permet l'enrichissement mutuel. Je prends ton savoir, mais tu le gardes. La source d'inspiration de cette vision, ce sont ce qu'on appelle les communs. Ces ressources dont toute la communauté se partage l'usage et qui s'organisent collectivement pour la préserver. Prenez par exemple une rivière qui irrigue un village. Chaque villageois a un droit d'usage sur la rivière, mais contribue à son entretien, observe des règles quant à sa préservation. Ce n'est pas une économie capitaliste car elle n'est pas basée sur la propriété privée, au sens de l'appropriation. Si cette maison est à moi, elle n'est donc pas à vous, c'est une propriété d'usage, cette rivière est à nous, nous allons en prendre soin. D'abord, c'est la fascination, jeune prof, de pouvoir utiliser les ressources des autres que d'autres collègues avaient partagées sur Internet. Ça m'a énormément facilité la vie de prof, de préparation de cours, d'évaluation, etc. Et donc, tout d'un coup, on sortait de notre établissement. Voilà. C'est-à-dire qu'avant l'Internet, vous étiez quand même confiné dans votre bahut avec les collègues en salle des profs, et puis c'était là que se passaient les interactions et les échanges et les éventuels partages. Là, tout d'un coup, c'était le monde entier. Et des profs, spontanément, mettent leurs ressources à disposition, et puis des développeurs mettent leurs applications, leurs logiciels librement à disposition. Donc ça, c'est totalement fascinant, c'est génial. Donc j'ai découvert les logiciels libres avec beaucoup d'affinités, des proximités de valeur avec l'éducation. Alors je me suis dit, l'Internet ayant horreur du vide, on va créer ça. Et puis, ce qui m'a aussi fasciné, c'est que d'autres se sont intéressés à mon projet. Et donc, on a commencé à faire petite communauté. Et voilà, tout ça de manière totalement bénévole, sous les radars de l'institution. Et c'est comme ça qu'est né Framasoft. Au départ, c'était principalement sur de l'outillage, c'est-à-dire découvrir des logiciels libres, migrer d'une solution propriétaire à une autre avec une approche non dogmatique, c'est-à-dire c'est pas grave, vous avez découvert l'informatique sous Windows, vous utilisez Word, c'est pas grave. Déjà, découvrons le concept du logiciel libre, si c'est ou pas intéressant, et accompagnons ceux qui ont envie de faire des migrations qui peuvent être simplement d'un logiciel à un autre, d'un navigateur, alors en l'occurrence c'est Internet Explorer à Firefox, de Microsoft Office à l'époque ça s'appelait OpenOffice, mais pourquoi pas carrément faire le grand saut, c'est-à-dire de Windows à Linux. Ça, c'était le point de départ. C'était assez utilitaire. Mais ensuite, moi, ce qui m'a toujours intéressé, c'est bien plus que l'utilitaire, c'est vraiment le projet social, voire politique. Et en effet, ça a des allures d'utopie. Des logiciels qui s'arrachent aux lois du marché pour faire les choses autrement, redéfinir la propriété, offrir des solutions de haut niveau tout en invitant chacun à y contribuer. Et dans les premières décennies de l'Internet mondial, il y avait chez certains acteurs du libre un rêve, qu'un jour, tout le monde serait comme ça.
Que ces communs immatériels, le code informatique, les données en libre accès, simplement le protocole http:// étaient un point de départ, le laboratoire d'une autre façon de répartir les ressources qui allait envahir la Terre entière. Ou, plus modestement, qui serait au moins le modèle dominant d'Internet. Bien sûr, ça a essaimé. Il y a eu Framasoft donc, l'ensemble de logiciels libres créés sous l'impulsion d'Alexis Kaufman, qui à son apogée avoisine le million de visiteurs et visiteuses par mois. Il y a Wikipédia, bien sûr, 5e site le plus visité au monde. Et il faut aussi mentionner OpenStreetMap, le Wikipédia de la cartographie, ou plutôt le Google Maps du libre, qui est alimenté constamment par des légions de contributeurs et contributrices à travers le monde. C'est un projet quasiment aussi important que Wikipédia. C'est proposer une alternative à Google Maps, à Google Street View, etc. Ouais. Quand on y pense, confier à une société privée le soin de cartographier le territoire mondial, c'est extrêmement dangereux. Typiquement, cartographier le monde, ça devrait être un service public mondial. Et il y a des petites mains avec leur GPS qui se promènent, qui prennent des relevés, qui ensuite rentrent chez eux, cartographient. Alors, on est aussi aidé par des boîtes qui donnent leurs images satellites, etc. Le souci, c'est que si dans l'Internet libre, la connaissance n'est pas exclusive et se partage, le temps des internautes, lui, est limité. Les sites Internet se partagent tous un gâteau, le temps que les gens y passent. Et ce gâteau est bien entendu en quantité limitée. Face au logiciel libre, existe un modèle concurrent, dominateur, qui quant à lui ne rêve que d'une chose, n'avoir les internautes que pour lui. Ce modèle, c'est bien sûr celui des réseaux sociaux, Twitter, Instagram, TikTok, qui ont construit leur succès économique sur une recette. D'abord, faire commerce de nos données auprès des annonceurs. Ensuite, maintenir notre attention occupée par des stratagèmes invisibles qui appellent à notre cognition pour nous faire rester sur le fil quelques secondes de plus. Pour avoir toujours envie de revoir cette notification en plus. Pour avoir envie de pouvoir cliquer sur la vidéo d'après. Et force est de constater qu'aujourd'hui, l'Internet, c'est plutôt eux. Ce sont eux qui définissent l'expérience quotidienne du numérique pour la grande majorité des gens qui s'y trouvent. Côté navigateur, le champion du libre en la matière, c'était Mozilla Firefox, qui avait battu Internet Explorer et tenait la dragée haute à tous ses concurrents. Sauf que Google Chrome est arrivé comme un raz-de-marée et a pris l'immense majorité des parts du marché. Cela donne quand même envie de dire, quand on voit l'immensité des réseaux sociaux et des navigateurs, que ce n'est pas que le modèle du libre est menacé, c'est qu'en un sens, il a peut-être perdu. Oui, bien sûr, je ne vais pas vous le cacher. Moi, je pensais vraiment que la culture libre allait se développer, voire s'imposer. Naturellement, parce que pour moi, c'est du bon sens et puis ça nous rapproche, quoi. Feu Bernard Stiegler parlait du grand désenchantement d'Internet. C'est-à-dire, une désillusion et la valeur captée. Et on a commencé à se concentrer sur quelques sites et on a perdu un petit peu l'esprit originel d'Internet, je ne vous le cache pas. Quand on compare le principe des communs numériques avec ceux des réseaux, on réalise qu'ils sont en effet des opposés symétriques. Déjà, les plateformes, comme on l'a dit, cultivent le secret sur leurs algorithmes. À l'inverse, le libre met tout à disposition. Il est possible d'examiner, de juger de la pertinence de chaque paramètre, voire même de faire autrement. L'autre point, c'est l'apprentissage. Le fait que Framasoft, référence du logiciel libre, soit à l'origine une utopie de prof de maths, c'est pas un hasard. Il y a une éthique humaniste qui circule des forums logiciels libres, le goût de l'éducation. Alexis Kaufman parlait de sa fascination pour les outils éducatifs en tant que prof. Non seulement on propose des solutions libres, mais surtout les personnes en tirent des choses. Ils apprennent numériquement, informatiquement, ils bidouillent, ils lisent des tutoriels, ils se renseignent. C'est tâtonnant, on bricole, on plonge sous les capots et on gagne en compétences. De leur côté, les plateformes des géants de la tech, comme un iPhone que seul App Store est en mesure d'ouvrir et de réparer, ne nous apprennent pas grand-chose, puisqu'il n'y a plus besoin de comprendre les fonctionnements des sites pour s'y repérer. Après tout, les applications sont tellement intuitives, sans aspérité, lisses, magiques. Le design s'occupe de nous, l'app choisit pour nous. Il y a d'ailleurs un vrai problème documenté qui aurait sans doute fait la tristesse de bien des pionniers du logiciel libre, les plus jeunes générations, celles dont on croyait qu'elles étaient digital natives, donc natives du numérique. Elles utilisent principalement leur smartphone et ne sont donc du tout pas aussi à l'aise que leurs aînés dans un environnement informatique classique quand il s'agit de manipuler un logiciel de traitement de texte, utiliser un navigateur et ne parlons pas de logiciels comme Excel.
Pour la jeune génération, je parlais du mobile. Le mobile, c'est quand même une défaite du logiciel libre parce que d'abord, les couches basses peuvent être open source, type celui pour Android. C'est vrai que ça fait un peu objet magique, le smartphone, et que les jeunes utilisent majoritairement, voire parfois exclusivement, le smartphone pour se connecter à Internet. Et le smartphone, c'est beaucoup plus un outil de consommation que de contribution. Par exemple, c'est pas simple de participer à Wikipédia sur son smartphone. Moi, j'ai déjà essayé, c'est juste l'enfer. Il faut être tranquille avec son PC, son clavier. Il faudrait sans doute que Wikipédia améliore son interface mobile pour donner mieux envie aux gens de s'en emparer. Mais cela fait apparaître le problème du libre en général et de Wikipédia en particulier. Wikipédia se refuse à recourir aux méthodes d'engagement, de suggestion, pourrait-on ajouter de manipulation, qui font la fortune, et peut-être aussi de l'addiction aux réseaux sociaux. De ce fait, elle prend le risque de paraître moins attirante. Mais c'est là où le danger est palpable. Pour contrer des agences d'influence, des communicants rémunérés, des militants actifs, la ligne de défense doit être constituée par des gens qui sont, on le rappelle, bénévoles. Wikipédia en français, c'est 16 000 contributeurs mensuels. C'est beaucoup, et en même temps, c'est peu. Et si demain leur nombre venait à baisser, devenait insuffisant face aux attaques? Si on se souvient de Chip, l'infiltré, on sait qu'il a fallu le reste de la communauté pour l'empêcher d'agir. Qui pourra protéger Wikipédia contre les prochaines attaques de candidats en campagne, de puissances étrangères ou d'entreprises cotées en bourse? Le danger pour Wikipédia, c'est qu'il n'y ait pas cette communauté qui soit là pour défendre. Et donc, notre principale façon de mourir, ce serait qu'il y ait de moins en moins de monde dans la communauté. Et ça, c'est un risque réel, parce que la communauté, dans son état actuel, fait fuir pas mal de personnes minorisées, fait fuir pas mal de femmes, fait fuir pas mal de personnes LGBT, ce qui est un véritable problème pour sa propre survie. Donc on a un véritable enjeu à continuer à agrandir et à diversifier cette communauté bénévole qui veille précieusement sur Wikipédia. Globalement, la communauté Wikipédia stagne depuis pas mal d'années, et elle stagne aussi parce qu'elle est extrêmement stable. Le cœur de la communauté, c'est beaucoup de gens qui sont là depuis 5, 10, 15 ans. Pour Capucine Marin du Broc-à-Voisin, si les personnes appartenant à des minorités sont moins promptes à s'emparer de Wikipédia, c'est que la majorité de l'encyclopédie ne s'adresse pas à eux. Il y a des langues, issues de pays moins riches, qui n'ont que très peu de pages pour expliquer à leurs locuteurs des aspects de leur société et de leur culture. Les grands hommes riches et blancs de l'histoire ont des pages extrêmement riches, diversifiées, contrairement à leurs homologues féminins et racisés. En DOSOP 2023, d'après le site Humaniki, Wikipédia en français compte 560 773 biographies d'hommes contre moins de 140 000 de femmes. Aller vers plus de diversité permettrait de renouveler les forces vives, de donner envie à de nouveaux pans de l'Internet de participer à l'aventure collective. Une nécessité quand on repense aux propos de la présidente de Wikimedia France. Wikipédia pourrait-elle mourir ? Ou est à ce point, en tout cas, infestée d'intérêts économiques et politiques que les articles soient par avance soupçonnés, qu'ils perdent leur aura de respectabilité, l'atmosphère de confiance qu'inspire le site, celle qui fait qu'on ouvre volontiers la page Wikipédia d'un sujet qu'on s'apprête à découvrir. Wikipédia, au fond, est comme tous les autres logiciels libres, sa qualité dépend de la bonne volonté des gens qui y participent. Toutefois, il y a bien un point sur lequel Capucine Marin du Broc-à-Voisin et Alexis Kaufmann sont unanimes, c'est que si la bataille du libre n'a pas été gagnée, elle n'est pas perdue. Peut-être même que le lexique guerrier n'est pas une bonne idée, que l'Internet libre n'est pas contre les plateformes, qu'il offre plutôt un à côté, un autrement. Les initiatives fleurissent, les communautés sont nombreuses, Internet est toujours truffé de petits sites cachés dans les coins de page, de forums de passionnés. Le libre offre un contre-pouvoir, ou peut-être serait-ce plus exact de dire un anti-pouvoir, une alternative au pouvoir des GAFAM, une autre façon de faire les choses qui n'a certes pas conquis Internet, mais qui a trouvé une place. Ce qui est essentiel alors, c'est de s'assurer que cet autre Internet ne disparaisse jamais. Et voilà, c'est fini. C'était le dernier épisode de cette saison de Esprit. Es-tu là ? Le podcast qui invoque votre esprit critique, par vous, par Massif, et Chute Magazine.